Rentrée scolaire ce matin à l'école Joliot-Curie de Saint-Pierre-des-Corps. Les élèves de primaire et maternelle qui ne sont pas forcément les plus stressés. Tu rentres en quoi? En CP. En CP? C'est une grande aventure là, Oui. Ils sont prêts? Oui. Bon, les enfants vont bien, donc sont pas trop stressés, c'est plutôt les parents, on va dire. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, les enfants aussi. Déjà 2 semaines que la directrice prépare la rentrée. Une rentrée marquée par une ouverture de classe, mais c'est surtout l'application des rythmes scolaires qui occupe les esprits. À Saint-Pierre-des-Corps, les élèves auront cours le mercredi matin plutôt que le samedi, résultat d'une concertation avec les parents. On a eu des informations tardivement, très tardivement, alors qu'il y avait eu des choses mises en place, une consultation de la population, mais finalement les décisions ont été prises très tard. La 4e demi-journée nous pose problème. Voilà, parce qu'il va falloir gérer, il va falloir trouver du temps. J'ai des parents qui ont été obligés de se mettre à 90% pour pouvoir récupérer leur enfant. Donc ça, c'est quand même un point important. Et il y en a plusieurs. Coût de la réforme à Saint-Pierre-des-Corps, 340 000 €, dont 213 000 à la charge de la mairie et bientôt plus avec la fin des aides d'amorçage. Trop cher pour Madame le sénateur-maire qui réclame toujours une prise en charge plus importante de l'État. Grâce au bilan de l'année précédente, on va pouvoir couvrir la fin de l'année. Mais nous ne sommes pas du tout certains que pour le budget de l'année prochaine, nous ayons les ressources suffisantes pour y faire face, puisque l'État a décidé de continuer à réduire les dotations aux collectivités locales. Marie-France Beaufils aura donc décidé d'appliquer la réforme plutôt que de prendre, selon elle, en otage les parents. Côté animation périscolaire, c'est le patronage laïque qui a été choisi pour s'occuper des primaires. Plus d'une vingtaine d'encadrants pour des activités autour du sport, du théâtre, de l'informatique ou encore du cirque. Et face aux sceptiques, l'adjoint à l'éducation se veut rassurant, même si tout a été ficelé pendant l'été. À partir du moment où on travaille sérieusement, où on dit bien les choses que l'on va faire, on doit y arriver. Il va y avoir immanquablement une période d'ajustement, mais je dirais que l'inquiétude devant l'inconnu, petit à petit, ma foi, elle va se dissoudre dans la réalité, dans les choses qui vont se mettre en place. Lors de leur tournée dans les écoles ce matin, les élus de Saint-Pierre-des-Corps étaient à l'écoute du corps enseignant. Et un des problèmes qui va devoir être réglé est d'ordre technique, la place pour les activités périscolaires. En Indre-et-Loire, ce sont 108 000 élèves qui sont rentrés ce matin, tout établissement confondu. 95 000 dans des structures publiques, 13 000 dans des structures privées. Satisfaction pour le directeur académique, toutes les communes du département, 232 au total, sont passées au nouveau rythme scolaire. Les établissements publics du premier degré seront donc tous ouverts demain. Il y a des modèles différents, mais il y a un modèle de base qui s'applique dans les 232 communes, donc dans toutes les écoles, c'est l'ouverture de la classe le mercredi matin. Donc c'est la semaine de 5 matinées de classe, ce moment particulièrement propice aux apprentissages. Au niveau des collèges, 24 200 collégiens sont attendus cette semaine. Ici, au collège Jacques Decour de Saint-Pierre-des-Corps, c'est le jour des 6e. Le président du conseil général, ancien prof d'histoire géo, est venu leur souhaiter une bonne année scolaire. La rentrée scolaire des collégiens dans notre département se passe dans les meilleures conditions. Les équipes du conseil général ont beaucoup travaillé durant l'été pour à la fois réaliser les travaux, en même temps mettre un peu en ordre l'ensemble des établissements. Nous avons fait des gros investissements importants dans les collèges. Et puis, je pense que les dotations des établissements sont tout à fait correctes. Donc, une belle année qui se profile. Une sérénité affichée, 100% des écoliers qui profitent des nouvelles activités périscolaires. L'Indre-et-Loire apparaît comme un bon élève en cette rentrée 2014. Tours fête les 70 ans de sa libération. Exposition de véhicules militaires américains devant la mairie hier et cérémonie à l'intérieur sous l'égide du maire Serge Babary. Plusieurs dépôts de gerbes au monument aux morts et une médaille, celle de la ville de Tours, remise à Louis Planchard, dit Petit Louis, ce résistant qui, il y a 70 ans, enlevait le drapeau nazi de la mairie de Tours avant de le piétiner. Il a des dizaines et des dizaines de décorations, il a eu des postures héroïques dans des combats de toutes sortes. Et donc je pense que c'est un symbole fort et il était présent au matin du 1er septembre en mobilisant ces résistants qui sont arrivés par différents endroits sur cette place Jean Jaurès. Il paraît, et je le prends comme tel.
parce que j'ai toujours pensé à cet établissement qui aurait dû sauter si j'avais pas été là. 1er septembre 1944, Jean Meunier, le résistant, monte les marches de l'Hôtel de Ville. Il est désormais le nouveau maire de Tours, le maire de la Libération. Le même jour, les Tourangeaux découvrent le premier numéro officiel du quotidien La Nouvelle République. Ces deux événements sont la porte d'entrée d'une exposition photo composée de 500 clichés. Son nom, Génération La Nouvelle République. Depuis le 1er septembre 1944, tout ce que la Nouvelle République a pu raconter, ça concerne plus ou moins la ville de Tours. Donc c'est vrai qu'il y a un parallélisme entre l'histoire de la ville de Tours et l'histoire de la Nouvelle République. En 70 ans, la Nouvelle République a réalisé des centaines de milliers de photos. L'ANR était d'ailleurs le journal français doté de la plus grande équipe de photographes. 20 reporters qui ont immortalisé, comme ici en 59, les coffrages du pont de Saint-Cyr subissant les assauts de la Loire, ou encore l'étrange regard de Bobby, le phoque gris du jardin botanique. Des clichés archivés dans les locaux du journal par Gérard Proust, ancien chef du service photo. Sur ces plaques de verre, des trésors. Ce qui m'avait particulièrement marqué, vous connaissez les tours à l'entrée de la ville. Dans le carrefour de Verdun, il doit y avoir 15 étages, quelque chose comme ça. Et Jean Royer avait horreur de l'ascenseur. Donc on s'est infligé 15 étages au pas de charge pour arriver sur la terrasse, pour que monsieur le maire puisse faire un beau discours et expliquer tous les travaux qu'il avait réalisés dans cette ville. Ici, nous avons cette photo qui date de 1980, où la ville de Tours a été élue la ville la plus sportive de France, puisque les trois clubs vedettes de la ville, la SGT pour le hockey, le PO pour le basket et le FCT pour le foot, soit montés en division supérieure, soit gagnés le championnat de France. Et en ce qui concerne le foot, avec cette star qui était Delionis. Delionis, le goléador, c'était le renard des surfaces. C'était vraiment un footballeur qui a beaucoup marqué, je crois, l'époque du Tour FC. À l'époque, naissaient en même temps les radios libres. Et la première radio libre ici en Touraine, c'était RMT, Radio Mégatour, où le journaliste sportif de la Nouvelle République, Paul Truchon, commentait en direct les matchs de foot. Et il fallait voir l'arrivée à la gare de Tours, où vous aviez tous les taxis arrêtés, radio à fond, pour écouter Paul qui commentait les matchs de foot, et la ville s'arrêtait pour écouter effectivement la retransmission de RMT et de matchs de football. Sport, faits divers, photos insolites, personnalités emblématiques, 500 clichés qui ont marqué plusieurs générations à découvrir jusqu'au 21 septembre sous le péristyle de l'Hôtel de Ville. Dans l'ombre du départ d'Andy Delors, le Tours Football Club a également officialisé hier après-midi le départ du défenseur central Thomas Fontaine vers la JOCR. Deux ventes qui, en plus d'alléger la masse salariale du club, portent à 9 le nombre de départs pendant le mercato. C'est donc avec un effectif clairement diminué que Tours va attaquer le mois de septembre. Les objectifs, ils sont liés un peu à l'aspect financier quelque part. Maintenant, on est tous des compétiteurs, donc on va essayer de faire le mieux possible. On a un effectif qui est réduit, qui j'espère va pouvoir évoluer dans les jours qui viennent. Après, je ne sais pas, pour mettre la Ligue 1 en gens, ça serait leur mentir quelque part. Mais faire une saison qui tienne la route avec l'éclosion de plusieurs jeunes. Sans communiquer de chiffres, Jean-Luc Ettori ne cache pas son soulagement d'avoir cédé ses deux derniers joueurs. Toujours à la recherche de fonds, le président délégué du TFC salue également le soutien de la mairie dans la recherche d'annonceurs. On ne peut pas non plus, nous, société privée, leur demander toujours de l'argent. Je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour que de partenaires nouveaux viennent nous rejoindre. Donc non, on n'a pas à se plaindre, loin de là. Et effectivement, à défaut de pouvoir subventionner directement la structure professionnelle, la mairie se révèle être un soutien de poids auprès des structures amateurs du club. Il y a essentiellement des aides puisque sur l'assaut, c'est-à-dire sur le club formateur à côté. Le milieu Baptiste Santamaria, mais aussi le défenseur Jonathan Grady. Avec l'expérience et la confiance acquise lors du titre de champion de France des moins de 19 ans, nul doute que le TFC dénichera une ou plusieurs nouvelles pépites cette saison.